La guerre est presque terminée, a dit Donald Trump. Ça fait refluer le cours du dollar. On est donc autour des 90 $ le baril sur le Brent notamment, alors qu'on avait touché les 119 hier. On va en parler avec Adel Bakawan. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Quand vous entendez Donald Trump dire la guerre est presque finie, comment vous réagissez? L'impasse. Donald Trump est dans l'impasse. Dans l'impasse parce que le régime est encore là, le régime n'est pas tombé, le programme atomique est encore là, le programme balistique est encore là, le programme milicien, c'est-à-dire les organisations miliciennes de la République islamique d'Iran frappent encore, le Hezbollah frappe au Liban, les milices irakiennes frappent en Irak, les Houthis ne sont pas encore entrés en guerre. Et désormais, la République islamique d'Iran s'est débarrassée d'un guide qui avait 86 ans, qui était mou, qui était très nuancé, qui réagissait pas. Désormais, ils ont un chef, un nouveau chef, son fils, bien radicalisé, qui est pour la radicalisation, d'où la conflictualité, qui attaque tous les pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït. Attendez, à vous entendre, on a l'impression que les États-Unis ont rendu service aux gardiens de la Révolution. Si la guerre s'arrête là, oui. Si la guerre s'arrête là, les Pasdaran ont gagné la guerre. Quel était leur objectif? C'est rester en place. Quel était leur objectif? C'est résister. Quel était leur objectif? C'est renouveler la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, est-ce qu'on a libéré un seul village en Iran? Un seul village? Non. Une seule rue? Non. Bien évidemment, il y a une supériorité très importante américano-israélienne. Ils ont la main, bien évidemment, sur le ciel iranien. Ils peuvent frapper à tout moment, nuit et jour, partout. Mais est-ce que vous avez vu déjà à travers toute notre histoire de l'humanité, partout où notre histoire récente, un régime du type République islamique d'Iran tombe avec les bombardements? Moi, je ne l'ai jamais vu. Annalisa. Pourtant, c'est vrai qu'on a toute une série de facteurs qui affaiblissent le régime. On a la population qui est mécontente, on a une économie qui s'effondre, on a le problème de sécheresse qui se rajoute à tout ça. Vous pensez qu'aucun de ces facteurs, rajoutés au bombardement américano-israélien, ne peut faire tomber le régime pour l'instant? Ce sont des facteurs très importants pour nous, en Occident, pour une société normale, pour un État normal. Seulement, nous ne sommes pas dans le contexte d'une société normale et d'un État normal. Cette société iranienne est en guerre depuis 1980. 80 avec l'Irak, 80-88, et ensuite 88 jusqu'à 2003 sous l'embargo, et ensuite l'embargo s'intensifie, les sanctions américaines, européennes, etc. Cette société n'a jamais vécu un État normal. Et ensuite, le régime, cet État-là, son objectif, c'est pas la sécheresse, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les frappes, c'est pas les bombardements. Ils s'en fichent, pardonnez-moi de parler comme ça, de tout ça. Ce qui compte pour les Pasdaran ultra radicalisés, c'est garder cette forme qui s'appelle la République islamique d'Iran. C'est garder la main sur le secteur militaire, sur le secteur économique, sur le secteur de ce que j'appelle la relation internationale, et ils ont à leur disposition au moins 15 à 20% de la population iranienne. Le reste, ils ne se soucient pas. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous aviez déroulé quasiment minute par minute le plan de Donald Trump, ce qui s'est passé dans les jours d'après. Comment vous voyez évoluer la situation là, autour du détroit d'Ormuz? Vous dites que Donald Trump est embourbé. Comment vous voyez la suite? Écoutez, le problème, c'est qu'il s'est pris à son propre piège. Vous voulez chuter le régime, vous voulez faire tomber le régime, il faut ou bien engager des troupes au sol, comme ce qui a été le cas pour l'Irak de Saddam Hussein. Et là, à ce jour, il se refuse. Vous ne pouvez pas chuter, par exemple, même le régime de Saddam Hussein. Vous avez un dictateur, vous allez à Bagdad, vous récupérez le dictateur, le régime tombe. Dans le scénario iranien, vous n'avez pas une personne. Vous décapitez Khamenei, il y aura un 12e Khamenei. Vous décapitez le 12e, il y aura un autre guide suprême. Il y a une institutionnalisation de la République islamique d'Iran. Pour faire chuter ce régime, il faut aller jusqu'à Téhéran et il faut occuper le terrain, ce qui n'est pas le cas pour Donald Trump. Il ne faut absolument pas. Le 12e scénario, c'est la défection de l'armée régulière par rapport aux Pasdaran. Oui. Et il faut négocier avec eux parce que le torchon brûle, comme je dis, depuis toujours entre l'armée régulière et les Pasdaran. À ce jour-là, nous n'avons aucun signe. La troisième option, c'est aider la population iranienne pour renverser le régime. Au moment où la population iranienne était dans la rue, ils ont assassiné 33 000 Iraniens. Ils avaient besoin de l'aide des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a dit l'aide arrive, restez dans la rue, mais cette aide n'est jamais arrivée. Et la dernière option, c'est armer l'opposition iranienne, unifier l'opposition iranienne, les regrouper dans une plateforme, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors donc aujourd'hui, Donald Trump, il faut arrêter cette guerre-là tout de suite, maintenant,
parce que le prix du baril monte de 58 à 78, 98. Il est fort probable qu'on arrive à 150 $, n'est-ce pas? On est redescendu là, après des propos de Donald Trump. Parce qu'il y a une déclaration. C'est quoi la déclaration hier? Il est fort probable que j'arrête cette guerre au bout de 3 jours. Rapidement, rapidement. Alors dans ce cas-là, comment vous allez traiter avec le régime de la République islamique d'Iran? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ça pour ça? Tout ce qu'on a fait pour ça? Alors donc c'est l'échec total. Si la guerre s'arrête là, c'est l'échec total pour Donald Trump personnellement. Donc vous voyez une guerre longue? Ah oui, si jamais on n'engage pas les troupes au sol. Regardez, l'organisation d'État islamique, Daesh, n'était pas un vrai État. C'est juste une organisation terroriste qui a construit un micro-État entre Raqqa et Mossoul, entre la Syrie et l'Irak. On a mis combien de temps pour éradiquer ça? 3 ans, de 2014 à 2017, parce qu'on n'avait pas des troupes au sol et parce qu'on a envoyé les Kurdes autant que troupes au sol pour aller jusqu'à Raqqa. Ça a pris 3 longues années. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le contexte de la République islamique d'Iran. 90 millions d'habitants, un pays 3 fois plus grand que la France, qui dispose des passes d'Aran, des Basiji, du service de renseignement, des missiles balistiques, programmes atomiques, des organisations miliciennes. Vous voulez finir cette guerre en 2 ou 3 jours? Annalisa, vous imaginez une implication un peu accrue de la Chine et de la Russie? Pour l'instant, on les sent très timides. Non, c'est pas la guerre de la Chine ni de la Russie. La Chine, sa priorité, de toutes les priorités, c'est l'économie. On sait très bien ce qui compte pour le facteur déterminant de sa politique étrangère, c'est l'économie. La Chine pourra faire l'économie avec la République islamique d'Iran d'aujourd'hui, comme avec un autre régime d'hier. Avant-hier, il était avec Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il est avec Ahmadinejad. Donc, ça ne pose pas de problème pour la Chine. Pour la Russie ne prendra pas le risque. La priorité de la Russie, c'est l'Ukraine. Au nom de quelle légitimité elle va s'engager dans une guerre qui n'est pas la sienne? Au contraire, aujourd'hui, qui parle de l'Ukraine? Grâce ou à cause de la guerre d'Iran? Plus personne. Voilà, plus personne. Donc le champ est libre pour Vladimir. Au nom de quelle légitimité? En quel droit? Pourquoi? Pour quel intérêt Vladimir Poutine va s'engager dans une guerre qui n'est pas la sienne? Et quand on parle des munitions iraniennes en disant ça s'essouffle, il y a de moins en moins de drones, de moins en moins d'obus, vous dites non, c'est une vision européenne? C'est probable. Le premier jour, il y avait 360 missiles balistiques intelligents qui tombaient sur Israël, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, l'Irak, etc. Aujourd'hui, on arrive à 12, à 13, à 15 missiles. Mais ce n'est pas... Et même avec 0 missile, ça ne posera pas de problème aux Iraniens. Pourquoi ça ne posera pas de problème? Parce que la République est là, parce que le régime est là. Si à un moment donné, il n'y aura plus de drones, mais ce n'est pas grave, on n'envoie plus des drones en Israël ou en Arabie Saoudite, les autres. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le territoire est là, l'État est là, la République islamique est là. Leur raison de vie, c'est-à-dire la justification pour laquelle leur existence depuis 1979 a été créée, c'est la République islamique d'Iran. C'est le bien commun. Et même hier après-midi, on n'a pas fait attention à Ayatollah Sistani. Ayatollah Sistani, c'est le plus grand ayatollah à l'échelle planétaire, notre planète, pour les chiites. Beaucoup plus grand que le guide suprême d'Iran. Il a fait une fatwa en disant que la République islamique, al-Nizam al-Islami, c'est-à-dire le système islamique en Iran, c'est notre bien commun. Il faut le protéger. Autrement dit, ce n'est pas les missiles balistiques, ce n'est pas les milices, l'organisation milicienne, ce n'est pas le programme atomique qui est la priorité. C'est le régime. C'est le régime. Merci beaucoup Adel Bakawan d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.